Bonjour à toutes et à tous. Chinois, mandarin, cantonais, comment faire la différence? Lorsqu'on étudie la langue officielle de la Chine, étudie-t-on le mandarin ou le chinois? Souvent, de nombreuses personnes confondent le mandarin et le cantonais, ou encore se demandent en quoi le cantonais et le mandarin sont similaires. Cette vidéo cherche en ce sens à expliquer les liens entre ces trois entités et à comprendre la construction du mandarin et du cantonais qui, à bien des égards, sont d'une grande simplicité grammaticale. Pour ce faire, commençons par différencier mandarin, cantonais et chinois, puis étudions l'histoire de l'écriture chinoise, avant de nous pencher sur la construction morphologique et syntaxique des caractères chinois. Enfin, voyons en quoi le mandarin et le cantonais se différencient. Avant de commencer, je dois justifier mon choix de prononcer en mandarin le nom des caractères que je vais utiliser lorsque je parlerai de la classification des caractères chinois et de la morphologie des caractères, de par le fait que je ne parle pas cantonais et que je n'ai jamais étudié le cantonais. Tout d'abord, fixons le cadre. Le chinois fait référence aux nombreuses langues sinitiques, comme le mandarin, le wu ou le cantonais, toutes de la famille d'expressions langagières sino-tibétaines. Ces langues sinitiques sont des dialectes qui se distinguent en grande partie par la prononciation des mots. Le chinois est donc essentiellement un système d'écriture, alors que les dialectes précisent la prononciation des caractères. Attention donc à l'abus de langage qui voudrait apparier le chinois et le mandarin. Il est toutefois important de préciser que les langues sinitiques utilisent souvent des mots différents pour désigner une même notion. Ils n'utilisent donc pas les mêmes mots tout le temps. Par exemple, le mandarin et le cantonais partagent 50% de leurs mots. Cela veut dire que 50% des mots utilisés en cantonais ne sont pas utilisés en mandarin. Le mandarin et le cantonais n'utilisent pas exclusivement les mêmes mots et les mêmes caractères. Intéressons-nous donc d'abord au mandarin. Le mandarin contemporain est l'héritier du dialecte de Pékin. Il est aussi appelé le parler du Nord, Beifanghua en chinois, ou langue ordinaire qui en chinois se dit Putonghua. Le mandarin est apparu sous la dynastie Ming au XVe siècle et a pris une place prédominante dans l'administration à partir du XIXe siècle, soit récemment. C'était principalement la langue de l'administration et des membres de la cour. C'est pour cette raison que le mandarin est aussi communément appelé Guanhua, ce qui se traduit en français par la langue des officiels. Les locuteurs du mandarin vivent très majoritairement en République populaire de Chine, en République de Chine et en République de Singapour. Les démographes recensent dans le monde 1,120 milliard de locuteurs, dont 200 millions pour qui le mandarin n'est pas la langue maternelle. Le mandarin est la seule langue officielle de la République populaire de Chine et c'est l'une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies. Le cantonais, quant à lui, apparu vers 220 après Jésus-Christ en raison de la dislocation de la dynastie Han. Lors de cette période de troubles politiques, de nombreux Chinois du Nord fuirent vers le sud-est. Durant les siècles qui suivirent, la Chine du Nord fut aux prises de nombreuses guerres et de l'influence des langues mongoles, alors que la Chine du Sud profita d'une période de stabilité. Ainsi, la langue parlée en Chine du Nord au IIIe siècle après Jésus-Christ se conserva au sud, alors qu'elle se mélangea avec les langues mongoles au nord. Cette préservation au sud conduisit au dialecte cantonais. C'est pour cette raison que le cantonais est plus proche de l'ancien chinois du IIe siècle après Jésus-Christ que d'autres dialectes. À peu près 85 millions de personnes parlent le cantonais à travers le monde, et en particulier dans le sud-est de la Chine, et notamment à Hong Kong, sur l'île de Hainan et à Taïwan. À présent que nous avons défini le chinois, le mandarin et le cantonais, consacrons-nous à l'histoire de l'écriture chinoise.
Les langues chinoises partagent le plus ancien système d'écriture toujours en usage, les sinogrammes Hanzi. Les premières origines attestées des caractères chinois datent du règne de la dynastie Shang au XIVe siècle avant notre ère. Les textes, récupérés lors des fouilles archéologiques le long des rives du fleuve Jaune, mettent en évidence une écriture dans laquelle chaque mot correspond à un tracé spécifique, soit à un graphème, terme désignant la plus petite unité d'un système d'écriture. Autrement dit, chaque objet, notion ou entité disposait de son propre symbole, ce symbole ne contribuant pas à l'écriture d'autres notions. Une telle construction langagière est dite logographique. L'écriture logographique est une écriture dans laquelle chaque caractère représente un mot ou plus précisément un morphème de la langue. Pour cette raison, le lecteur doit connaître des centaines, voire des milliers de symboles pour pouvoir lire couramment. Par exemple, un cheval était représenté de la façon que vous pouvez voir à l'écran, et on ne pouvait utiliser le caractère pour désigner d'autres notions, comme le fait de cavaler. Ainsi, le cheval était représenté seulement pour le cheval, et le fait par exemple de cavaler, d'être sur un cheval, avait un autre caractère. Alors qu'aujourd'hui, la racine cheval est à la fois utilisée pour parler d'un cheval, mais aussi pour le fait d'être sur un cheval. Les chercheurs dénombrent environ 50 000 mots de cette écriture dite osekai, en référence aux carapaces de tortues sur lesquelles cette écriture fut identifiée. Il y a 3500 ans, les symboles utilisés pour représenter un mot étaient inspirés de scènes naturelles. Par exemple, le caractère signifiant l'humain est un dessin faisant allusion à une posture de révérence, comme nous le voyons à l'écran. Ultérieurement, sous la dynastie Qin, l'écriture sinographique fut formalisée. En effet, en 213 avant Jésus-Christ, le premier ministre Li Si, servant à la cour du roi Qin Shi Huang, institua un index officiel des caractères utilisés par l'administration royale. Il établit des règles visant à former les caractères à partir de graphèmes plus simples, c'est-à-dire les radicaux. Cette réforme fut réalisée dans le but d'uniformiser les différentes formes d'écriture présentes à l'époque dans le royaume. Depuis lors, le système des caractères Hanzi n'est donc plus logographique, c'est-à-dire que les caractères ne sont plus indépendants les uns des autres. Ils proviennent tous de notions de base, les radicaux. Cela simplifia la langue chinoise en réduisant le nombre de symboles, puisqu'un symbole pouvait dès lors être utilisé pour former des dizaines, voire des centaines de mots. Par exemple, le radical de l'eau contribue à former de nombreux mots comme mer, hai, océan, yang, ou encore rivière, he. Sous la dynastie Han, l'écriture se transforma à nouveau de par une standardisation entreprise afin de résoudre certaines difficultés de représentation et d'interprétation visuelle des sinogrammes. La nouvelle écriture qui découla de cette standardisation, dite cléricale ou li shu, adopta un mouvement rectiligne par opposition au tracé curviligne des écritures antérieures. En effet, un catalogue de 9 traits fut adopté, des traits qui s'associent en angle droit pour obtenir des caractères aux formes moins arrondies. Ce catalogue se conserva jusqu'à aujourd'hui et les 9 traits le composant forment de nos jours l'entièreté des caractères chinois. Le chinois se standardisa davantage sous la dynastie Ming grâce à la publication de nombreux dictionnaires. Ce n'est qu'en 1956 qu'un nouveau changement important modifia l'utilisation des caractères chinois. Dans le contexte d'une ouverture au monde et d'un développement économique et démographique accéléré à partir de la seconde moitié du XXe siècle, l'apprentissage des langues chinoises par un nombre croissant d'individus exigea un formatage de l'enseignement et une standardisation du système d'écriture chinois. Le gouvernement décida alors de simplifier considérablement le tracé des caractères. En figure d'exemple, le mot « écouter », se composant alors d'un œil, d'un cœur et d'une oreille, se transforma pour ne former plus que la clé de la bouche
et de celle d'une unité de mesure, le poids, construction qui ne mettait alors plus en évidence la signification du mot. C'est pour cette raison que cette simplification des caractères fut critiquée par de nombreuses personnes, puisque l'un de ses effets était de faire disparaître la signification des mots dans les radicaux utilisés, de par les radicaux utilisés. En outre, le système de transcription de la prononciation des caractères dans l'alphabet latin, le pinyin, fut introduit, facilitant l'apprentissage du chinois par de nombreuses personnes. En conclusion, aujourd'hui, à l'issue des transformations successives qu'a connues l'écriture chinoise au cours des millénaires, un mot chinois peut se former d'un ou de plusieurs caractères, lesquels peuvent incorporer des radicaux. On dénombre aujourd'hui 214 radicaux qui permettent le tracé des milliers de caractères chinois, les 20 radicaux les plus courants contribuant à en former plus de la moitié. Ces radicaux ont conservé le tracé rectiligne clérical mis en place il y a 2000 ans. Formés à l'aide de ces radicaux, les caractères ont leur propre signification. Ils peuvent aussi être associés pour créer d'autres mots. Prenons un exemple. Les radicaux eau et nuage forment ensemble le caractère vapeur, qi. Les caractères vapeur et petit véhicule forment ensemble le mot voiture, qi che, si ma prononciation est correcte. Donc on voit ici que un mot est composé d'un ou plusieurs caractères qui eux-mêmes sont décomposés en radicaux. Alors qu'il y a 3400 ans, comme je l'avais dit au début, chaque mot avait sa propre construction singulière, ce qui exigea un nombre considérable de mots et de formes différentes. Aujourd'hui, il est bien plus simple d'apprendre le chinois, puisqu'un mot est composé de radicaux qui sont utilisés dans plein d'autres mots, ce qui fait qu'au final, il faut apprendre bien moins de formes, puisque certaines formes sont utilisées dans plein de mots différents, et l'apprentissage est donc bien plus facile. Cette composition ne s'effectue pas au hasard. Elle suit bien souvent un schéma dité cohérent permettant la formation d'un mot indépendant grâce à une mise en relation de plusieurs idées représentées par les caractères. Par exemple, le mot chinois téléphone se compose de 2 caractères, le premier s'assimilant à la notion d'électricité, alors que le deuxième désigne l'action de la parole. Ainsi, la signification sémantique du mot téléphone correspond à une parole électrique. À présent, intéressons-nous au type de caractère chinois. Alors qu'il y a 3300 ans, tous les caractères chinois étaient des pictographes, c'est-à-dire que chacun d'entre eux représentait une chose en la dessinant, aujourd'hui, les caractères se classent en 6 groupes. Je vais prononcer, comme je l'ai dit en introduction, les noms des caractères en mandarin, puisque je n'ai pas étudié le cantonais. Tout d'abord, les pictogrammes se sont conservés, mais ne représentent plus qu'une petite partie de tous les caractères chinois par rapport aux premières écritures d'il y a 3300 ans. Ceux-ci sont appelés en mandarin xiangxingzi, et leur tracé permet de deviner leur signification, puisqu'ils sont de nature descriptive. Par exemple, le caractère pour montagne, shan, est affiché à l'écran. On voit qu'il représente une montagne, du moins 3 sommets, reliés par une base. Un autre exemple est celui du caractère représentant la bouche, ko, une sorte de carré qui représente la forme d'une bouche. La seconde catégorie est celle des caractères phonosémantiques, xing, sheng, zi, dans laquelle se trouve la majorité des caractères chinois existants. Dans ce cas, le caractère est souvent divisé en 2 parties. Un élément sémantique, qu'on appelle la clé de caractère, puisqu'elle porte le sens du mot, et une partie phonétique qui indique la façon dont le caractère doit être prononcé. En général, la composante sonore d'un caractère apparaît à droite, tandis que la composante sémantique est à gauche. Cependant, les caractères peuvent également avoir la composante phonétique en haut, tandis que la composante sémantique est en bas.
Dans d'autres cas, la composante phonétique peut apparaître à l'intérieur du caractère, tandis que la composante sémantique est à l'extérieur. Par exemple, le caractère signifiant la mer est composé à gauche du radical représentant la féminité, le féminin. Radical étant donc la clé de caractère puisqu'elle porte le sens, celle de la mer. Et à droite du cheval, élément phonétique puisqu'il porte la prononciation du caractère qui est ma, en référence à celle du cheval, ma. Viennent ensuite les idéogrammes qui sont divisés entre idéogrammes simples et idéogrammes composés. Les idéogrammes sont des caractères qui représentent des idées abstraites, au contraire des pictogrammes qui, eux, étaient comme un dessin d'un objet, ou comme je l'ai dit, le dessin d'une montagne, par exemple. Tout d'abord, les idéogrammes simples, dits « je, zi », expriment des idées abstraites et ne sont en général composés que d'un seul radical, ce qui justifie leur simplicité. Par exemple, le mot shang exprime le fait d'aller vers le haut, alors que le caractère xia signifie aller vers le bas. Pour le cas de shang, il y a un trait horizontal en bas qui représente la base et le trait vertical qui exprime le fait d'aller vers le haut. Xia, quant à lui, est composé d'un trait horizontal en haut qui représente la base et de traits en vertical et en diagonale qui s'orientent vers le bas. On comprend donc la signification de ces caractères par ces symboles abstraits, puisque pour Shang, il y a la base en bas et le trait vertical vers le haut, ça montre la poussée vers le haut, alors que pour le Xia, il y a la base en haut et les traits verticaux vers le bas qui montrent le fait d'aller en bas. Les idéogrammes peuvent être également composés, ce sont alors des hui yi zi. Dans ce cas, un mot est souvent composé de deux radicaux ou caractères sémantiques qui forment une idée complexe. Par exemple, le caractère pictographique mu, qui signifie un arbre, peut être combiné avec le radical gen, qui correspond à une personne, à un homme, à un humain. Et ces deux radicaux ensemble créent le caractère xiu, qui signifie se reposer, puisque on a une personne qui se repose contre un arbre, à l'ombre d'un arbre. Donc les caractères, comme je l'ai dit, huizi, les idéogrammes composés, prennent forme de par deux caractères différents ou deux radicaux différents, au contraire des idéogrammes simples qui n'ont en général qu'un radical. Et les idéogrammes composés, justement, deux idées forment une idée abstraite encore plus complexe, comme je l'ai donné avec l'exemple de l'homme se reposant auprès d'un arbre. Le dernier groupe de caractères chinois est celui des caractères empruntés, dits juan zhuzi. Ce sont des mots qui à l'origine ne possédaient pas de caractère propre, mais qui empruntèrent leur tracé à des caractères dont la prononciation était semblable ou identique. C'est le cas de lai, qui veut dire aller, et qui a emprunté son tracé au caractère du blé. Cette classification montre que par rapport au chinois ancien, l'écriture contemporaine se compose en majorité de caractères dont les radicaux et le tracé représentent des idées abstraites, qu'il serait difficile de dessiner selon le principe des pictogrammes. En outre, le fait que les caractères phonosémantiques représentent la majorité des caractères chinois met en exergue le fait que presque aucun caractère a un tracé unique et atypique, puisque ceux-ci sont presque tous composés de radicaux. À présent, intéressons-nous à la grammaire du mandarin et du cantonais, qui sont à bien des égards moins difficiles que ce qu'on pourrait penser. Le mandarin et le cantonais ont une grammaire similaire. Il ne faut cependant pas ignorer les différences notables qui existent entre les grammaires de ces deux langues sinitiques. Intéressons-nous donc tout d'abord aux dimensions grammaticales identiques dans les deux langues. Le mandarin et le cantonais suivent la structure SVC, sujet, verbe, complément. Prenons l'exemple de la phrase « J'ai lu ces livres ». En mandarin, cela se dit « wo kan le na xie shu ». « Wo » signifie « moi, je », donc c'est la première personne.
Kan, c'est le verbe lire. Le, c'est donc la locution qui indique l'expérience passée, donc le fait que la personne a déjà lu le livre. Na, sid, ça donc correspond au déterminant démonstratif c'est en français. Et shu qui signifie ses livres. Donc on voit bien là qu'on a wo, le sujet, ensuite kan, le verbe, et enfin le complément, les livres. Et c'est comme en français. Et en cantonais, je n'oserais lire, puisque je n'ai pas étudié le cantonais, donc je ne sais pas prononcer les mots. Mais on suit la même structure de le sujet en premier, puis le verbe, et enfin le complément, ici les livres. On pourrait donc supposer que la construction des phrases dans ces deux langues est identique à celle du français. Cependant, en mandarin, les compléments circonstanciels de temps et de lieu sont placés avant le verbe, alors qu'en français, ils sont placés après le verbe. Ainsi, un locuteur mandarin ou cantonais dira « Il, 20h, va se coucher » pour évoquer « Il va se coucher à 20h ». Mais ce qui rend le mandarin et le cantonais bien plus simples que ce qu'on pourrait supposer est le fait que tous les sinogrammes sont invariables, qu'il s'agisse des verbes, des adjectifs ou des noms. Ces langues sont dites analytiques pour cette raison. En français, le mot table au pluriel prend un S en fin de mot. En mandarin, le tracé du mot table n'évolue pas. C'est un article qui s'ajoute au groupe nominal pour indiquer le pluriel. Les mots sont donc invariables, tout comme les adjectifs. Je prends un exemple, encore une fois uniquement en mandarin puisque je n'ai pas étudié le cantonais. On peut analyser la phrase suivante. S'ils m'attendent, j'irai avec eux demain. Cela donne la structure suivante. Si ils attendent moi demain, alors avec eux, allez. On voit que tous les mots sont invariables. Le pronom personnel il au pluriel, suffit à préciser le sujet du verbe attendre, lequel ne s'accorde pas. On voit que c'est il qui attend, puisque on a le sujet tamen, ces deux mots qui indiquent la troisième personne du pluriel. Donc pourquoi faut-il conjuguer le verbe attendre si on a déjà le sujet? De même, le complément circonstanciel demain, mingtian, précise le temps de l'action du verbe aller, lequel ne se conjugue pas, puisqu'on sait déjà quand la personne ira, demain. Le mandarin et le cantonais sont donc des langues qui suivent la structure sujet-verbe-complément et dont tous les mots sont invariables. Cependant, ces deux langues se différencient. Je ne vais prendre ici qu'un seul exemple de différenciation grammaticale, mais cela suffira pour mettre en exergue le fait que ces deux langues sinitiques ne sont pas identiques au niveau grammatical. En mandarin, le complément d'objet indirect, COI, se place avant le complément d'objet direct, COD, comme en français. Cependant, en cantonais, le COI se place après le COD. Par exemple, la phrase « Donne-moi un stylo » se dit « Donne-moi un stylo » en mandarin et « Donne un stylo à moi » en cantonais. Même s'il n'y a pas de mot pour « à » dans « à moi », c'est juste « Donne un stylo, moi ». Le mandarin et le cantonais diffèrent cependant bien plus sur la prononciation qu'ils font des caractères. Les langues sinitiques ne partagent en effet pas la même lecture des caractères. Ainsi, des locuteurs mandarins et cantonais ne peuvent pas se comprendre à l'oral, bien qu'ils se comprennent à l'écrit. Cela ne veut pas dire que les caractères en mandarin et en cantonais sont tous identiques, puisque presque 50% du vocabulaire diffère entre les deux langues. Donc un locuteur mandarin et cantonais peuvent se comprendre à l'écrit, même s'ils ne comprennent pas certains mots dans l'autre langue, puisque certains mots diffèrent même à l'écrit. La prononciation complètement différente des caractères sinographiques entre les différents dialectes chinois provient du fait qu'il n'existe aucune règle générale prescrivant le prononcé d'un sinogramme. Autrement dit, un caractère chinois ne se lit pas, il se reconnaît. Dès lors, de nombreux dialectes se sont formés dans les différentes régions de Chine, chacun adoptant une certaine façon de lire les caractères. Ainsi, l'écriture sinographique peut être lue et comprise par l'entièreté de la population vivant en Chine, mais une conversation dans un certain dialecte ne peut pas être comprise par tout le monde. À titre d'exemple, comparons la prononciation orale des nombres de 1 à 10 dans les dialectes mandarins et cantonais. Je sais que lire en mandarin, encore une fois, mais vous pouvez voir à l'écran
tous les nombres et on voit que la prononciation diffère. Donc je vais essayer. Pour 1, yi, yat. Pour 2, yi. Pour 3, san, sam. Pour 4, se, sei. Pour 5, wu. Pour 6, lio, lu. Pour 7, chi, chat. Pour 8, ba, bat. Pour 9, jo, go. Et pour 10, che, chap. Donc on voit que la prononciation est tout de même assez différente. La prononciation des caractères chinois par un locuteur mandarin et un locuteur cantonais diffère également par le ton employé lorsque le caractère est prononcé. En effet, un même son peut être dit avec 4 tonalités différentes en mandarin et 6 en cantonais. Ces deux dialectes sont donc qualifiés de langues tonales. Dans une langue tonale, la signification d'un mot dépend de l'accentuation employée pour le prononcer. Le mandarin distingue 4 accents ou intonations. Prenons l'exemple des différentes significations associées au terme ma en mandarin. Avec le premier accent, ma signifie maman. Donc on voit là qu'on reste sur la même intensité. Ma, c'est aigu et ça ne se modifie pas. Ça veut dire maman. En revanche, si on dit ma, on va vers le haut, on change d'intensité, donc ça va plutôt du grave vers l'aigu, bien là, ça a une autre signification, le fait d'être engourdi ou insensible. Le troisième accent, ma, signifie cheval. Cet accent, c'est comme un accent circonflexe retourné, un chapeau retourné, c'est-à-dire qu'on part du aigu, on va vers le grave et ensuite on retourne vers l'aigu. On part du haut, on va vers le bas et ensuite on revient vers le haut. Ma, ça veut dire cheval. Et enfin le quatrième accent, ma. Donc ça, on voit qu'on va juste vers le bas et ça signifie gronder. Donc on voit avec cet exemple que en fonction de la prononciation qu'on fait, la signification va être différente. Le cantonais, quant à lui, compte 6 accents que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, tout simplement puisque je n'ai pas étudié le cantonais. Cette différence de nombre, de ton, fait que lorsque des personnes dont le cantonais est la langue maternelle s'expriment en mandarin, ils ont souvent un accent, tout du moins une intonation particulière, puisqu'ils n'ont pas l'habitude des 4 tons en mandarin. Avant de conclure, il est pertinent de noter que les caractères chinois ont grandement influencé d'autres langues en dehors de la Chine, telles que le japonais, dont 70% de son écriture kanji est composée de caractères chinois. Tout comme les dialectes chinois diffèrent de par leur prononciation des caractères chinois, la façon dont les japonais lisent l'écriture kanji n'est pas compréhensible par un chinois. Cet exposé touche à sa fin, j'espère qu'il aura plu à nos chers téléspectateurs et permis de comprendre d'une manière aussi extensive que possible le fonctionnement et la formation de la langue chinoise en général et le mandarin et le cantonais en particulier. Nous vous invitons à commenter cette vidéo pour nous donner des conseils et votre avis. Au revoir!